avant ce mardi soir à la une. En 1977, les songes Voyageur 1 et Voyageur 2 s'envolaient dans l'espace pour aller photographier des planètes lointaines. 40 ans plus tard, elles voyagent toujours, ce qu'il restera dans l'humanité si la Terre disparaissait. C'est un grand reportage signé Donald Walter et nos équipes. Que restera-t-il de l'humanité si la Terre disparaît ? Le monsieur qui chante cette super chanson, c'est Chuck Berry. Et Chuck Berry est mort. Mais même lorsque la Terre et l'humanité auront disparu, pulvérisées par le Soleil, la voix de Chuck Berry sera encore là. Et plus précisément, là-dessus. Ça, c'est le Voyager Golden Record, un disque qui a une particularité, il se trouve sur la sonde Voyager 1, qui se situe en ce moment à 20 milliards de kilomètres de chez nous. Pour se faire une idée de ce que ça représente, 20 milliards de kilomètres, prenons une échelle que l'on connaît un peu mieux, la Terre. Si on imagine que Paris, c'est le Soleil, chose que les Parisiens ne devraient pas avoir trop de mal à imaginer, la Terre se trouve aux environs de Reims. 50 km plus loin, il y a Mars, à Francfort en Allemagne, on tombe sur Jupiter, Saturne est à Prague, puis on survole l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, l'Inde, le Népal, la Birmanie, la Thaïlande. En Indonésie, on sort du système solaire et enfin, ici, en plein cœur du désert australien, on trouve Voyager et son disque de Chuck Berry. Voyager 1 et sa petite sœur Voyager 2 ont quitté la Terre il y a tout juste 40 ans, en 1977, avec deux missions principales. La première, c'est d'observer les astres lointains du système solaire. Les sondes Voyager ont ainsi envoyé à la Terre des images inédites. Ces photos très précises d'Uranus et de Neptune, celle-ci sur laquelle on voit l'éruption d'un volcan à la surface d'une lune de Jupiter, ou, plus impressionnant encore, cette photo de la Terre minuscule prise en 1990 lorsque Voyager 1 n'était qu'à 6 milliards de kilomètres. Aujourd'hui, les deux sondes communiquent encore avec la Terre, mais d'ici 2030, leurs piles atomiques s'arrêteront. Elles dériveront alors seules dans l'espace pour l'éternité. Et c'est là qu'intervient le disque d'or qui doit remplir la seconde mission de Voyager, établir une communication avec d'éventuelles formes de vie extraterrestres. Un an avant le départ de Voyager, la NASA met en place une commission chargée de résoudre ce casse-tête. Comment expliquer ce que sont la Terre et l'humanité à une forme de vie dont on ne sait rien du tout? Cette commission est dirigée par un astronome américain, Carl Sagan. Carl s'entoure d'un autre astronome, de deux artistes, d'un journaliste et d'une écrivain. Pour l'anecdote, ce petit groupe est traversé par des intrigues dignes des feux de l'amour. Puisque Linda est la femme de Carl et Anne est la fiancée de Timothy. Mais pendant les travaux sur le disque d'or, Carl se rapproche d'Anne, qui finira par quitter Timothy. Bref, après des mois de travail, ils tombent d'accord sur ce qu'ils vont mettre sur le disque. Tout d'abord, il y a une centaine d'images, comme par exemple des schémas pour trouver la Terre dans l'univers, des cours d'éducation sexuelle, des enfants des années 70, un embouteillage au Pakistan ou une fille qui lèche une glace. Mais bien sûr, aucune image de guerre, il faut qu'on ait l'air gentil. Il y a aussi des sons représentatifs de notre planète qui pourraient avoir leur place sur un disque de relaxation. Et puis, comme on est poli, on entend aussi des gens qui disent bonjour. En français, bonjour tout le monde. En anglais, Hello from the children of planet Earth. En japonais, Konnichiwa, o genki desu ka? Et il y a même une invitation un peu étrange dans un dialecte du sud-est de la Chine. Enfin, bien sûr, il y a de la musique classique, traditionnelle, du jazz et le rock de Chuck Berry. Non, il est super, tout sujet. Il est super. En plus, il y a vraiment le truc émouvant. Chuck Berry est mort, tout ça. Juste petite question que je me pose quand même, c'est comment est-ce que les extraterrestres font pour lire le disque? Tu vois?
ils vont à la Fnac. Enfin, tu vois, peut-être une petite partie là-dessus. Ça donne un petit peu. Ah, t'as raison. Alors en fait, sur la boîte du disque, il y a un schéma qui sert de mode d'emploi. Ce truc-là, par exemple, ça symbolise le basculement du spin de l'électron d'un atome d'hydrogène. Ça veut dire que l'orientation des spins du noyau et de l'électron ne sont plus les mêmes. Ils passent de parallèle. Je vois pas le rapport avec le disque là en fait. Non, mais attends. Et lorsque le basculement du spin de l'électron survient, l'atome d'hydrogène émet une onde. Cette onde a une période de 0,7 nanosecondes. Et comme l'atome d'hydrogène est partout le même dans l'univers, cette unité de 0,7 nanosecondes est censée être universelle. Du coup, en multipliant 0,7 par le nombre indiqué ici en numération binaire, soit 5 113 380 864, on obtient la vitesse de lecture du disque, 3,6 secondes par tour. Facile. En plus, la tête de lecture est fournie dans la boîte. Sinon, ici, il y a d'autres indications pour lire les images, mais franchement, c'est encore plus compliqué. Vous n'avez peut-être rien compris, pour Carl Sagan en tout cas c'était très clair, reste à espérer que les extraterrestres soient aussi intelligents que lui. En attendant, les sondes Voyager devraient continuer de filer dans l'espace pour toujours, à moins que... C'est une remarque que tous les usagers de la SNCF ont au moins dit une fois. En 40 ans, dans sa vie, à l'époque, les trains n'étaient pas en retard, explique un homme de 87 ans. Alors la SNCF est-elle vraiment moins fiable qu'à l'époque? Les explications de Charles-Henri Gros. C'est une remarque que tout usager de la SNCF a entendue au moins une fois dans sa vie. De plus en plus cher et le service se dégrade. Le service se dégrade de mois en mois, d'année en année. Il y a des pannes, il y a des trains de plus en plus en retard, alors qu'il y a 20 ans, on louait la ponctualité de la SNCF. Alors, la SNCF est-elle vraiment moins fiable qu'avant? En fait, il est quasi impossible de comparer la ponctualité des TGV d'aujourd'hui avec celle des trains à vapeur des années 1930. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas à l'époque de données publiques sur le sujet. Ce n'est que depuis 2012 que la SNCF a mis en ligne ce site rempli de statistiques ultra précises sur ses services. Vous pouvez à présent vous amuser à calculer la fréquentation en gare d'Ambérieu en Bugey, contrôler le prix de la salade de riz safranée aux petits légumes croquants et tofu, et bien sûr, contrôler la ponctualité des trains sur votre ligne. C'est avec ces mêmes données que le cabinet BCG a évalué en août 2017 si la SNCF avait gagné ou perdu en efficacité, sur la base de 3 critères: la qualité du service, le volume de passagers et la sécurité à bord des trains. Résultat, pour la SNCF, il y a d'abord une bonne nouvelle. La France obtient une note globale de 6 sur 10, ce qui la place en 9e position des réseaux ferrés les plus performants en Europe, devant la Grande-Bretagne, l'Espagne ou la Norvège. La mauvaise nouvelle, c'est que la SNCF était à la 4e place en 2015, et même à la 2e place en 2012, juste derrière la Suisse, championne incontestée du classement. En fait, si les trains danois ou allemands ont gagné en ponctualité au fil des années, les trains français, eux, n'ont pas beaucoup progressé. Pire, ils ont connu une hausse des incidents de trafic, plus 14% entre 2012 et 2017. Sur la question de la ponctualité, la SNCF se vante de 90% de trains à l'heure, en banlieue comme dans les TGV, avec une méthode de calcul bien à elle. Seuls les retards de plus de 10 minutes sur les trajets de plus d'1h30 sont comptabilisés. Il faut que le train arrive avec plus de 15 minutes de retard sur un long trajet de plus de 3 heures pour qu'il soit compté. Mais si l'on prend en compte tous les TGV arrivés avec plus de 5 minutes de retard, quelle que soit la longueur du trajet, le taux de train arrivé à l'heure passe de 90% à 80%. En d'autres termes, un TGV sur 5 arrive donc avec un retard d'au moins 5 minutes. Pour rassurer les usagers sur l'avenir, Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, dégaine souvent un maître mot. On investit. Investir. On a investi comme jamais pour préparer l'avenir. Et sur ce point, le cabinet BCG lui donne plutôt raison. À gauche, l'évolution de la performance des réseaux ferroviaires. À droite, le niveau d'investissement en milliards d'euros entre 2005 et 2014. Le constat est clair, plus un pays investit dans ses trains, et plus ces derniers ont tendance à arriver à l'heure. De quoi justifier les 46 milliards d'euros que la SNCF promet d'investir ces 10 prochaines années.
journalisme consacre à Paris 3 expositions du 2 au 17 septembre. Fanny Lénal. La petite fille qu'on voit dans cette image est dans une des situations les plus terribles que les gens ont eu à expérimenter et qui s'est répétée quasiment quotidiennement. C'est le moment précis où ces gens qui ont vécu depuis plus de 2 ans sous l'occupation de l'État islamique et qui sont encore dans la partie de la ville qui est sous leur contrôle, tentent de rejoindre la partie de la ville qui est en train d'être libérée par les forces irakiennes. Ils l'ont attendu pendant longtemps. Mais cet endroit précis, c'est la vieille ville, c'est le dernier quartier qui a été pris par les forces irakiennes, l'ensemble des forces irakiennes. Et donc ces gens-là ont vécu pendant 9 mois les bombardements qui précèdent l'arrivée des troupes. La vieille ville est un ensemble de vieilles maisons ottomanes construites en Médina, sur un terrain d'ailleurs un peu accidenté, avec des venelles qui montent, qui descendent, qui varient de niveau. Ce qui fait que dans ces espèces d'éboulis de maisons, il était même difficile de parfois comprendre si on était encore au premier étage ou au rez-de-chaussée. Et donc tout est détruit. Au moment précis où ils peuvent tenter de le faire, ce passage de la zone contrôlée par Daesh à la zone libérée, qui est en train de l'être, c'est évidemment pendant les combats. Et ça veut dire que les gens qu'on voit sur cette photo sont dans un vacarme assourdissant. C'est en pleine bataille. C'est au moment où les forces arrivent vers elles. Mossoul est la 2e ville d'Irak. Elle fait plus de 10 km de son est en ouest ou de son nord au sud. À l'entrée des forces irakiennes dans la ville, 1,5 million d'habitants étaient présents. C'est plus de 2 ans d'occupation sous l'État islamique, avec ce que ça veut dire de souffrance, de privation, de danger. D'un côté, donc, ces éléments de Daesh qui, contrairement à Al-Qaïda par exemple, possèdent un territoire, des ressources financières, dont l'idéologie est extrême plus qu'on a connu par le passé. Et en face, les forces irakiennes, qui sont très diverses en fait. Il y a une grande différence entre le comportement et les moyens et les aptitudes de l'armée irakienne, et la police fédérale, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, est une vraie force militaire avec des blindés, mais qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas la formation pour ce genre de combat. Et ensuite, les forces spéciales des services du contre-terrorisme, qui dépendent directement du Premier ministre. Elles ont gagné l'estime des Irakiens par leur comportement non confessionnel. Ils ne font pas de différence entre sunnites et chiites, et Dieu sait si ça compte en Irak. Les Irakiens n'ont pas connu la paix depuis 1991, mais encore si on peut remonter à la guerre iran-irakienne auparavant. Donc cet ensemble de choses fait de toute cette bataille l'espèce d'apothéose d'une situation avec des conséquences sur les civils que je n'ai pas rencontrées de cette façon-là en 30 ans d'expérience des guerres. Les territoires tenus par Daesh étaient inaccessibles aux journalistes étrangers. Parce que pendant la bataille de Falloujah, j'ai eu cette rencontre avec un officier des forces spéciales qui menait l'entrée des troupes dans Falloujah. J'ai pu avoir un accès comme assez peu comparable avec ce qu'on a l'habitude de vivre en tant que journaliste. Les batailles militaires sont compliquées, les gouvernements ont de très bons prétextes de sécurité par exemple pour en limiter l'accès, mais aussi parce que les circonstances et la circulation dans ces endroits-là est extrêmement compliquée. Bien entendu, observer une guerre, c'est pas observer seulement l'acte militaire, les explosions, les tirs, comment la tactique menée, même si c'est très intéressant, et en l'occurrence c'était très particulier, du fait de la présence des civils. On a pu suivre de près ce qui s'est passé. En l'occurrence, dans une situation comme celle-là, il faut être avec eux parce que ces gens, quand ils sont dans ce moment qui est terrible pour eux, qui est de sortir de là où ils sont, dans le territoire qui est encore contrôlé par Daesh,
pour les rencontrer, pour être présent pendant cette scène, il s'agit d'être avec les militaires, parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de vie autonome. On ne circule pas dans une ville qui est sous les bombardements, surtout des bombardements modernes comme ceux-là, extrêmement précis et omniprésents. Ce sont des combats de rue permanents. Il y a des snipers en position à des endroits qu'on ne peut pas deviner. Les positions changent à chaque instant. On est forcé d'être régulièrement à l'abri d'un blindage et de toute façon d'être proche des sources d'information qui évoluent sans cesse, en l'occurrence les militaires. Que se passerait-il si tout le monde était vegan? Un reportage et une explication d'Anna Moreau. À quoi ressemblerait un monde vegan? Merguez de tofu, œufs à base d'algues, fromage de noix de cajou fermenté, nuggets de protéines de blé. Tous les produits de cette supérette s'adressent en priorité à un type de clients, les véganes. C'est-à-dire des gens qui ne consomment rien qui soit issu des animaux ou de leur exploitation. Pas de viande, de poisson, de produits laitiers, d'œufs ou même de miel. Pas question non plus d'acheter cuir, fourrure, laine, soie, cosmétiques ou médicaments testés sur les animaux. Pour l'instant, cette tendance concerne une petite minorité de la population. Mais qu'en serait-il si les 7 milliards d'habitants de la planète étaient véganes? Premièrement, les émissions de gaz à effet de serre diminueraient drastiquement. Dans le monde, presque 15% de ces émissions sont dues à l'élevage. C'est plus que tous les avions, voitures, trains et bateaux de la Terre réunis. Selon une simulation réalisée par l'université d'Oxford, si toute la population du monde était végane, les émissions de gaz à effet de serre liées à notre alimentation diminueraient de 70%. Deuxièmement, il y aurait beaucoup plus de terres à cultiver pour l'homme. Pour arriver à maturité, les bêtes d'élevage sont nourries avec des végétaux, beaucoup de végétaux. On estime ainsi qu'en moyenne, pour produire 1 calorie de viande, il faut dépenser 7 calories végétales. Si tout le monde était végane, les terres cultivées pour nourrir les animaux pourraient être cultivées pour nourrir directement les humains. Elles permettraient donc de nourrir plus d'humains. Troisièmement, cela serait bénéfique pour les pays riches, mais pas forcément pour les pays pauvres. Si on en croit la simulation réalisée par l'université d'Oxford, un régime vegan généralisé permettrait de réduire drastiquement les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Ainsi, 8 millions de vies pourraient être sauvées chaque année, la plupart dans les pays du Nord, où ces maladies sont les plus répandues. Dans les pays pauvres du Sud, en revanche, quelques 2 milliards de personnes souffrent déjà de malnutrition, voire de famine. Supprimer les protéines animales les priverait d'une source de nutriments essentiels difficiles à remplacer. Quatrièmement, beaucoup d'animaux mourraient. Par exemple, dans un monde vegan, on ne consommerait plus de miel. Donc, il n'y aurait plus d'apiculteurs. Or, sans apiculteurs, les abeilles mellifères seraient directement exposées aux parasites et ne pourraient pas trouver suffisamment de nourriture. Résultat, il y aurait beaucoup moins d'abeilles. De même, dans un monde vegan, les vaches, les poules, les cochons seraient livrés à eux-mêmes et pour beaucoup, sans l'élevage de l'homme, ils ne survivraient pas. Mais ce n'est peut-être pas si grave. C'est des animaux qui ont été calibrés, les poulets pour produire davantage de viande, les cochons c'est pareil, les poules pondeuses optimisées pour pondre des œufs. C'est des animaux qu'on a fabriqués. Bien sûr, il y en aura beaucoup moins puisque aujourd'hui on les fait naître exprès, souvent par insémination artificielle, pour les tuer. Quoi qu'il en soit, ces espèces ne s'éteindront pas complètement, elles vivraient probablement en bien plus petit nombre, peut-être dans des refuges comme celui-ci, qui recueille des animaux échappés ou exfiltrés des élevages et des abattoirs. Reste une question. Dans un monde où on ne consomme plus les animaux, quel statut leur donner? C'est précisément la question à laquelle plusieurs philosophes réfléchissent aujourd'hui. Dans leur essai Zoopolis, Will Kymlicka et Sue Donaldson proposent ainsi de donner aux animaux un statut juridique comparable à celui des enfants ou des personnes en situation de handicap. All domesticated animals
are capable of having social relations with us. They could not have been domesticated if they were not capable of coming to trust us, to exist physically beside us, to be able to communicate with us, to understand shared rules. And we think that's a capacity that we can draw on and we should draw on in our relations with all domesticated animals. Les poules ou les canaris ne seraient donc plus considérés comme une propriété, mais comme des membres à part entière de la société, disposant de droits comme l'accès aux soins médicaux ou la liberté de circuler, par exemple. Voilà ce que nous pouvions retenir en cette actualité de ce mardi. Dans un instant, la suite de votre programmation sur News TV, suivie de la méthode de Jean-Pierre Buffet. Pour l'information, je vous retrouve bien sûr demain à 20h30, mercredi 6 septembre 2017. La prochaine rediffusion, c'est à 23h44 tout à l'heure. Je vous souhaite une très belle soirée et merci de nous rester fidèles.